Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, le podcast de la Société française d'anesthésie réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de l'ASPA pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le professeur Moncel pour parler de sa conférence d'actualisation au sujet des pneumonies aiguës communautaires graves, prises en charge en réanimation. Tout d'abord, bonjour professeur Moncel. Et bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Pour entrer dans le sujet, quelles sont les nouveautés ou les dernières actualités qui concernent la prise en charge de ces PAC graves en réanimation? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a déjà un référentiel nord-américain qui est publié en 2019, qui a le mérite d'exister, qui est très bien réalisé, très clair. Le souci, c'est qu'il couvre tout le champ des pneumonies aiguës communautaires, du patient le moins grave au plus grave, et donc finalement une part très réduite sur nos patients les plus sévères qu'on voit en réanimation. Alors que l'année dernière, on a une publication, donc en 2023, des référentiels européens qui, eux, se centrent exclusivement sur les patients les plus sévères. Donc les patients qui présentent une détresse respiratoire ou le plus souvent une ou plusieurs défaillances d'organes associées à cette pneumonie aiguë communautaire. Et donc ça va être intéressant de les mettre peut-être en regard l'une et l'autre et vous allez voir qu'il y a quelques petites choses, des éléments nouveaux en 2023 et du coup en 2024 avec par exemple la place des tests PCR rapides, quelques petites nouveautés sur l'antibiothérapie probabiliste en non documentée, une place pour les corticoïdes et également sur les supports ventilatoires. Selon vous, l'épidémiologie ou la prévalence de cette maladie, est-ce qu'elle a changé ces dernières années? Alors, oui et non. Si on regarde l'épidémiologie microbiologique, il n'y a pas vraiment de nouveautés en termes de bactéries, on va dire. On sait qu'actuellement, au niveau de l'incidence, de la prévalence, 2 à 20% des patients qui présentent une pneumonie vont présenter une forme grave qui va nécessiter une prise en charge en réanimation. On sait que quand la forme de pneumonie est grave, on va avoir 25%, donc un patient sur quatre qui va requérir une intubation et donc une ventilation invasive et qu'un patient sur trois va avoir une nécessité de mise en place de catécholamine dans le cadre du choc septique. Donc c'est une pathologie qui n'est pas rare, qui est sévère, avec une mortalité qui va, en fonction des études, entre 20 et 50%. La nouveauté, c'est bien sûr la pandémie Covid-19. Et donc là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a éventuellement, au niveau des pics épidémiques ou pandémiques, une variabilité importante de la part des pneumopathies virales communautaires. Mais ça, je pense que c'est maintenant bien rentré dans l'esprit de chacun. L'avènement des tests PCR rapides, c'est utile ou pas? Et si c'est utile, que- que- quelle est la place? Alors déjà, ils existent. Donc ça, c'est nouveau. Les premiers tests disponibles sur le marché avec l'autorisation de les utiliser au lit du patient aux États-Unis et en Europe datent d'il y a maintenant un an, 2 ans. Donc on a deux tests qui sont disponibles, deux panels avec le panel Univero et BioFire Array qui permet de détecter une série de bactéries, de virus, dont les germes intracellulaires et également quelques levures. Donc ça, déjà, on peut l'utiliser, ils sont performants et en tout cas le référentiel européen leur laisse une place dès que le clinicien qui est en charge du patient réfléchit à mettre en place une antibiothérapie probabiliste qui sort de l'antibiothérapie recommandée standard. On va le voir juste après, c'est-à-dire une céphalosporine de troisième génération associée à un macrolide. Dès l'instant où je pense que mon patient a des facteurs de risque d'être porteur ou de faire une pneumonie grave à bacilles, à bactéries, en tout cas multirésistante, ou bien à germes avec un profil de résistance particulière et que je veux mettre une antibiothérapie qui n'est pas standard, à ce moment-là, les tests PCR rapides ont probablement euh, une place. Et des études montrent que effectivement, ils augmentent la performance diagnostique en termes de prédiction du germe qui est responsable de cette pneumopathie et qu'ils réduisent le délai de mise en place d'une antibiothérapie efficace. Donc vous voyez que c'est quand même une place qui est très particulière et assez étroite.
Le gros souci, c'est bien, il faut bien être conscient quand on les utilise. Il faut vraiment que, au niveau du service, qu'il y ait un algorithme très très clair pour que le clinicien ne se retrouve pas face à son test avec un patient grave et un test positif et qu'il ne sache pas comment le gérer par rapport à son antibiothérapie probabiliste. Donc vraiment, un algorithme doit être écrit, une procédure doit être validée dans le service. Ça, c'est très important. Dernier élément, le piège, c'est que on ne trouvera que ce qu'on cherche dans les PCR, donc le nombre de primers qui vont amplifier un nombre réduit de gènes est prédéterminé à l'avance. C'est-à-dire que si j'ai un patient grave qui a une pneumonie à Pseudomonas aeruginosa, mais que j'utilise un panel qui ne détecte pas le génome du piocyannique, ben, je ne vais pas le détecter et je vais avoir une PCR négative. Donc ça, faut en être bien conscient et c'est une différence fondamentale avec la culture bactériologique classique. Vous l'avez abordé un petit peu. Quels sont les changements qui concernent l'antibiothérapie probabiliste en urgence? Vous pouvez détailler un petit peu ces changements? Oui, alors il y a un changement qui peut paraître comme ça discret, modéré, mais en tout cas ce qu'il faut rappeler, c'est que l'antibiothérapie en urgence probabiliste quand on n'a pas de documentation, c'est toujours maintenant une céphalosporine de troisième génération associée à un macrolide. Donc ça, c'est la règle, par voie parentérale intraveineuse, dans l'heure, dans l'heure du diagnostic positif, avec bien sûr des prélèvements microbiologiques qui, on le rappelle, sont les hémocultures, les antigénuries pneumocoques légionnelles, bien sûr le CBC, quand on peut le faire, et les PCR virales des virus respiratoires nasopharyngés. Ça, il faut le rappeler. La grande différence, c'est qu'il n'y a plus de place au niveau de l'usage des fluoroquinolones respiratoires. Avant, vous savez, vous vous souvenez, on pouvait faire soit C3G plus macrolide et le macrolide pouvait être substitué par une fluoroquinolone respiratoire. Maintenant, ce n'est plus le cas. La seule place des fluoroquinolones respiratoires, c'est les patients qui sont allergiques au bêta-lactamine. Merci de ces réponses très claires. Euh, Au niveau des adjuvants et plus particulièrement des corticoïdes, il y a des nouveautés? Oui, là, il y a vraiment des nouveautés importantes. Je pense que on l'a tous compris, on est dans une ère quand même qui augmente le nombre d'indications des corticoïdes maintenant en aigu chez nos patients en réanimation. Et là, dans la pneumopathie aiguë communautaire, ce n'était pas le cas dans les référentiels nord-américaines de l'American Thoracic Society en 2019. Et c'est le cas en 2023 sur les référentiels européens chez les patients les plus graves. Il y a une indication à mettre les corticoïdes sous forme d'hémisuccinate d'hydrocortisone, 200 mg par 24 heures pendant au moins 4 jours, on va dire de 4 à 8 jours, maximum 14 jours, avec un protocole de décroissance soit progressif, soit rapide. Et ça vient, la différence entre les deux référentiels vient de l'étude notamment Cape Cod, qui est une grosse étude, qui a randomisé 800 patients et qui montre un bénéfice sur la mortalité chez les patients dans le groupe corticoïde. Au niveau des supports ventilatoires, de l'oxygénothérapie de ces patients qui présentent une PAC grave et qui sont admis en réanimation, où en est-on? Eh bien là, il y a, je dirais pas forcément de scoop. En tout cas, il faut que le clinicien ait bien sûr un réflexe immédiat de mettre en place une oxygénothérapie, quelle que soit la modalité. Ça, c'est vraiment un mot très important, faut le rappeler. Et dès qu'on peut, mettre en place une oxygénothérapie à haut débit avec les canules nasales, puisque plusieurs études montrent un gain sur la mortalité, sur le séjour en réanimation et surtout sur l'incidence de l'intubation et donc de la mise en place d'une ventilation invasive, avec donc un bénéfice dans ce bras de patients qui ont d'abord une oxygénothérapie nasale haut débit. Sur la ventilation non invasive, il persiste un sous-groupe de patients. Alors là, c'est pas forcément très clair dans les dernières recommandations européennes de 2023. Néanmoins, il laisse la porte ouverte à l'indication de ventilation non invasive. Bien sûr, je parle pas de l'OAP, je parle pas de la BPCO décompensée ou l'immunodéprimée, mais vraiment le patient communautaire qui fait une pneumopathie forme grave. Il y a peut-être une place à la ventilation non invasive chez les patients qui ont un travail respiratoire particulièrement élevé. Alors vous allez me dire comment je fais pour savoir si mon patient a un travail respiratoire élevé. Ben, c'est les patients qui ont une détresse respiratoire particulièrement marquée. Et puis les formes hypercapniques de détresse respiratoire. Et a priori, il y a peut-être là une place encore à la ventilation non invasive. On rappelle que la ventilation non invasive reste quand même la technique de gold standard, de référence pour préoxygéner un patient dans le cadre d'une intubation en urgence chez nos patients de réanimation.
Merci beaucoup pour cet état des lieux de cette actualité sur les PAC graves en réanimation. Est-ce que vous voulez conclure et synthétiser un petit peu tout ce qu'on a vu? Oui, oui, je veux bien. Je rajouterais juste quelque chose qu'on n'a pas évoqué, peut-être la place des adjuvants, c'est quand même nouveau. C'est vrai qu'il y a une place de l'association des corticoïdes avec les médicaments bloqueurs de la voie interleukine 6 et de la voie des janus kinases. Pour l'instant, uniquement, c'est des immunomodulateurs, uniquement utilisés en combinaison avec les corticoïdes dans les myopathies sévères à Covid-19. Mais c'est quand même nouveau. On rappelle toujours la combinatoire en urgence qui est à mettre dans l'heure chez ces patients les plus sévères, à savoir l'oxygénothérapie avec une préférence pour le haut débit nasal, la gestion agressive du choc septique avec bien sûr remplissage vasculaire, catécholamine. On dégaine le plus rapidement possible céphalosporine troisième génération associée au macrolide par voie intraveineuse dans l'heure. Réfléchissez à bien faire vos PCR virales, éventuellement dégainer les antiviraux en pic épidémique. Les antigrippaux sont indiqués en cas de suspicion de pyopathie virale à influenza. La place des PCR rapides maintenant, oui, si je prévois de mettre en place une antibiothérapie qui n'est pas standard en probabiliste. Et puis, n'oubliez pas, bien sûr, de préoxyder vos patients à l'aide de la VNI, d'intuber, surtout ne pas retarder l'intubation chez les patients les plus sévères. Un grand merci, professeur Moncel. Mais merci à vous. Merci à vous aussi pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et surtout, pensez à vous abonner.